Merci Tarek. Bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet tout autant stratégique que passionnant, mais aussi parce que je l'avoue qu'on adore le bruit chez nous à la maison. C'est peut-être pas l'argument le plus scientifique là pour vous convaincre de l'intérêt des agritechnologies, mais c'est un contexte, c'est un excellent motivant là pour faire 7 heures de route pour venir ici là, sur l'invitation de Pierre-Olivier. Mais plus sincèrement, plus sérieusement, c'est sûr que si on aime le bleuet, c'est qu'on aime le travail des producteurs qui sont derrière. On aime l'innovation, on aime la précision, on aime la capacité à produire mieux, plus efficacement et plus respectueusement de l'environnement. Mais aujourd'hui, c'est inévitablement, si on veut continuer à produire des bleuets, ça passe par les technologies. Il est devenu plus qu'évident que les technologies ne sont plus un luxe que les entreprises agricoles, pour les entreprises agricoles. Elles sont un levier de compétitivité et parfois même de survie pour les entreprises. Il s'agit aussi, qu'il s'agisse de capteurs, de données en temps réel, d'automatisation, d'outils d'aide à la décision. C'est toutes des technologies qui peuvent venir contribuer à la survie des entreprises puis à leur compétitivité. Mais investir dans les agritechnologies ne suffit pas. Encore faut-il choisir les bonnes solutions et surtout les utiliser à plein potentiel. Comme Pierre-Olivier l'avait souligné, on n'achète pas un équipement pour le mettre sur la roche. On n'achète pas un équipement à coût de milliers de dollars pour l'utiliser à 30% de son potentiel. Il faudrait quand même aller chercher le plein potentiel. C'est pourquoi, dans ma présentation, je vais essayer de vous présenter un peu le schéma théorique, là, mais on va en parler plus en détail. C'est la meilleure façon d'aller adopter une agritechnologie. Parce qu'au fond, l'objectif, comme je vous l'ai dit, n'est pas seulement d'avoir une technologie, mais aussi de l'avoir à l'utiliser à plein potentiel. C'est ça. Mais si vous posez la question, dans ma présentation, Pierre-Olivier avait dit que je suis conseiller en agriculture en environnement contrôlé. Donc, si vous vous dites pourquoi lui est ici, sachez que je suis aussi conseiller en innovation. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis ici aujourd'hui. Plus concrètement, donc, la méthodologie là, qui est très, très axée sur le concret pour la réussite d'une adoption d'une agritechnologie, elle se base sur 3 axes principaux qui vont éventuellement être cheminés dans l'ordre qui sont présentés. Toutefois, certaines étapes, on peut les faire en même temps ou les passer l'une avant l'autre. Mais sachez qu'idéalement, c'est que ça se passe dans l'ordre qu'elles sont présentées. Donc, on a l'analyse des besoins, la recherche et la sélection de la technologie, la formation, l'accompagnement, éventuellement, si vous êtes en mesure d'avoir une phase pilote pour tester la technologie à une petite échelle, puis par la suite l'adopter progressivement, ça va être idéal. Sinon, par la suite, soit un déploiement, si on est dans une logique d'un équipement qu'on achète puis qu'on le déploie. Sinon, si on était passé par une phase pilote, ça va être une adoption, un déploiement progressif de la technologie. Par la suite, on finit avec l'évaluation continue. Ça, c'est toujours une étape qui est sous-estimée dans les démarches d'adoption de technologie parce que une fois que le producteur y a acquis sa technologie, il l'utilise, soit il est content, soit il ne l'est pas. Puis jamais, très rarement, que les producteurs ils vont se dire « OK, moi, quand je suis allé chercher cette technologie-là, je me suis fixé un objectif. Je peux-tu prendre un petit moment là, pour voir est-ce que ça a marché? J'ai-tu atteint l'augmentation des rendements? J'ai pu réduire les pertes à la récolte? Est-ce que j'ai pu faire ça, les objectifs que je me suis fixés au départ? Donc, c'est vraiment là quand même une étape qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est ça, je vais aller un peu plus en détail pour chaque étape.
Donc, l'analyse des besoins, ça passe par l'identification des problématiques et des priorités. C'est ça que, sur une ferme, on peut avoir 5 problématiques à régler, mais sûrement, on n'a pas éventuellement toutes les finances, tout l'argent pour mettre tout au même temps. Donc, ce que ça prend identifier les problématiques pour lesquelles je dois répondre pour une agritechnologie, puis les prioriser pour pouvoir aller graduellement acheter celles qui sont le plus prioritaires pour moi. Évidemment, on peut prendre l'exemple, comme je vous l'ai dit, là, la main-d'œuvre, Tarek avait souligné tantôt que 50% des dépenses vont dans les dépenses en lien avec la récolte, la main-d'œuvre et tout. Donc, si on peut aller avec l'identification des problématiques comme la main-d'œuvre, les pertes, les coûts d'opération. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on fasse pour procéder à la priorisation. Par la suite, c'est d'identifier des objectifs clairs, comme je l'ai mentionné, pour pouvoir par la suite, bien évidemment, évaluer aussi ses capacités techniques et financières. Ici, quand je parle de capacités techniques, des fois, on s'intéresse à une technologie sans pour autant s'intéresser aux conséquences de son acquisition. Si je prends l'exemple du drone, on peut être intéressé par acheter le drone, mais on ne sait pas qu'est-ce qui vient derrière. On pense que c'est juste la somme ou le coût du drone en tant que tel, mais l'acquisition du drone vient avec d'autres responsabilités, avec d'autres coûts, comme par exemple, ça prend une certification pour justement l'utilisation, et la certification vient avec un coût de formation. Donc, ça va être des coûts qui vont s'ajouter à votre équipement. Aussi, si on décide d'aller avec des tracteurs autonomes ou des affaires comme ça prend quand même de la formation aussi. Donc, c'est des coûts qui viennent avec ça. Éventuellement, autre problème technique, si moi-même, comme producteur, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas la formation nécessaire pour le faire, donc, et je n'ai pas d'employé dans ma ferme pour le faire, est-ce que ça me prend un recrutement d'une personne qui peut faire ça? J'ai dessus dans la région une personne qui peut répondre à mon besoin. Dois-je aller le chercher à l'international? Est-ce que je dois aller à Montréal pour chercher une personne pour faire fonctionner ma machine? C'est toutes des choses qu'il faudrait regarder dans la partie 1, analyse des besoins. Bien évidemment, la deuxième partie, ça va être la recherche et la sélection des technologies. Pourquoi la recherche et la sélection? Parce que des fois, on peut aller avec, dans notre exploration, on va trouver juste une seule technologie sur le marché. Mais parfois, on peut trouver plusieurs. Ce qui fait que tous les vendeurs qui vont venir chez vous vendre, ils vont faire en sorte que leur équipement, c'est le meilleur au monde. Qu'ils vont tout faire pour vous convaincre. Mais idéalement, c'est de pouvoir vous-même analyser en fonction de vos besoins, c'est quoi le meilleur équipement qui vous convient. Par la suite, ça je ne vous l'apprendrai pas non plus, là. Je pense que vous êtes des hommes, toutes et tous, des hommes et des femmes d'affaires. Vous savez que le retour sur investissement, ça c'est un élément important, crucial, quand on veut aller acheter un équipement. Donc il ne faudrait pas passer à côté de ça. Il faut faire cette analyse-là. Si vous avez aussi la possibilité d'aller chercher de l'expertise, des conseils d'experts, ça va être parfait. Sinon, si vous êtes tombé sur un équipement qui est déjà adopté chez un voisin, chez un ami, chez un autre producteur d'une autre région, allez chercher son retour d'expérience parce que ces informations-là, un fournisseur, il ne vous les fournirait pas. Jamais il va vous dire « Ah, OK, ben, mon équipement est bon, mais peut-être que quand il fait moins 10 degrés, quand il fait 40 degrés, ça ne marcherait pas. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marcheraient pas pour le bleuet. » Donc, il faut vraiment, si vous avez la possibilité d'aller chercher un retour d'expérience sur un équipement, c'est l'idéal aussi. Sinon, comme aujourd'hui, vous êtes tous ici présents, si vous avez la possibilité d'aller chercher des journées de démonstration, ça va être parfait aussi. Sinon, quand vous allez acquérir un équipement, il faut vraiment demander au fournisseur de vous faire une démonstration pour voir qu'est-ce que ça fait dans votre réalité, cet équipement-là. À la troisième étape, on va vraiment passer, comme je vous l'ai mentionné, la formation et l'accompagnement. Les deux ils vont de même.
La formation, ça va être vraiment vous former vous-même à l'utilisation ou un de vos employés. L'accompagnement, quant à lui, il faut toujours s'assurer que le fournisseur peut vous fournir de l'accompagnement, que ce soit à 1 an, 6 mois, une période de transition pour pouvoir maîtriser tout l'outil au complet. Sinon, au moins, dans le cas d'un bris, d'une panne, il faudrait qu'il soit là présent pour vous aider à réparer votre machine. Pour la 4e étape, ça va être l'adoption. Donc, c'est la décision d'acheter et puis ou bien déploiement progressif de votre équipement. C'est vraiment à cette partie-là, c'est qu'on va aller acheter l'équipement et le déployer. Dans ce cas-là, quand je parle d'adoption et de déploiement, ça peut être, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on est passé par une période pilote, mais ça peut aussi être parce que moi, j'ai identifié une problématique là, que dans un secteur de ma ferme, mettons, on va parler de la gestion de la main-d'œuvre. Moi, j'ai identifié ça comme problématique, puis je vais m'acheter désolé, excuse. Une intelligence artificielle pour gérer mes employés. Donc là, je me dis, OK, je l'achète, je le teste pour 1 an, puis que ça marche, ça gère bien. J'aimerais ça, voir cette intelligence-là. Est-ce qu'elle peut me gérer les salaires? Est-ce qu'elle peut gérer le stock? Donc, je veux la déployer sur l'ensemble des secteurs de ma ferme. Dans ce cas-là, ça prend vraiment un déploiement progressif pour s'assurer que la technologie peut s'adapter aux autres secteurs, puis que les coûts ne viendraient pas nécessairement mettre en péril la situation financière de l'entreprise. Bien évidemment, ajuster en fonction des résultats. Là, je vais en parler dans la dernière diapo. Aussi, documenter les bonnes pratiques. C'est quand on travaille avec une technologie, avec un équipement, il faut toujours voir qu'est-ce que cet équipement-là fait vraiment très bien, qu'est-ce qui fait moins bon. Tu sais, quand on prend des décisions comme ça et puis qu'on fasse des notes, des observations comme ça nous permet d'orienter notre équipement dans les travaux, l'utilisation qui est la plus, vraiment qui rapporte le mieux pour nous. Donc, au lieu de passer du temps sur une tâche qui n'est pas performante là-dedans, je vais me dire, OK, moi, je suis très, très bon dans l'autre tâche, je vais l'affecter à cette tâche-là et l'utilise au maximum et de façon optimale. Et comme ça va être plus rentable pour votre entreprise. À la fin, évidemment, là, je l'ai mentionné tantôt, c'est l'évaluation continue. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est d'avoir des objectifs fixes. Puis, il faut toujours prendre le temps de dire, OK, j'ai atteint ou je n'ai pas atteint mes objectifs. Si je me fixe un objectif pour un équipement, exemple, réduction de perte de 15%, puis qu'à la fin, je suis rendu à 5%, il faudrait que je me pose des questions. C'est-tu l'équipement qui ne fonctionne pas? C'est-tu moi qui ne maîtrise pas son utilisation? Est-ce que ça me prend une personne qui va l'utiliser mieux, plus que moi? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est à ce moment-là qu'il faudrait le faire. Après une période d'utilisation, on va aller chercher un petit bilan, là, et puis on se pose les questions. Au final, adopter une agritechnologie, ça cadre un peu pour chaque entreprise à peu près avec les trois points là que je mentionne ici. L'amélioration de la productivité, ça vient avec une réduction de coûts. Ça permet de devenir plus concurrentiel, augmente la profitabilité des entreprises, mais aussi survivre à la concurrence. Améliorer la qualité permet aussi de fidéliser des clients et acquérir du savoir-faire et de la compétence. Et finalement, faire face aux défis de la main-d'œuvre. Ça, c'est quelque chose que souvent les gens regardent, puis d'un côté, c'est toujours dire, OK, moi, je vais faire face à la pénurie de la main-d'œuvre, mais un point que les gens ne font pas souvent attention, c'est qu'en adoptant des agritechnologies, des technologies de pointe, c'est qu'on permet d'attirer des talents et de les retenir. Parce qu'on offre des emplois de meilleure qualité et de valeur ajoutée. Ça, il faut toujours le garder en tête, puis se dire que le plus qu'on a de meilleures conditions de travail, le plus on attire des employés et le plus qu'on les garde. Voilà.
Je vous remercie. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. C'est pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! Du chocolat. Ça sent tellement le chocolat, c'est fou. Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a la chance de venir visiter la chocolaterie des Pères. Avec le temps de Pâques qui arrive, on a bien hâte de découvrir leur usine et la boutique. Petit momo de bleu, bleuet, chocolat, ça fait. Oh, tu sais comment c'est mignon. On a fait cette année là, des petits lapins, en suçon. On a fait des petits poussins. Ça, c'est tous des produits exclusifs pour Pâques. Il faut venir à la boutique pour les avoir. C'est en plein ça. Il faut vraiment se présenter ici, à nulle part ailleurs. On met pas ça sur le marché. Bon, ben ça veut dire venez à la boutique. C'est ça que ça veut dire? Oui, on est ouvert du jeudi au samedi de 9h à 16h. Parfait. Merveilleux. Jusqu'à Pâques. Ça fait peu de temps, je pense, que vous avez acquis la chocolaterie. Officiellement, depuis le 1er mars 2024. Oh! Oui, donc ça va faire... Ça vient de faire un an. Un an. Ouais. Ça vient de faire un an? Wow! En fait, ouais. Ouais. J'ai approché Joël pour lui suggérer qu'on se porte à cœur de la chocolaterie, puis Wow. le projet s'est réalisé. C'est très cool. Très, Ouais. très cool. Puis vous êtes heureux, j'imagine, d'avoir acheté la chocolaterie. Puis Oui. Oui, aucun regret. vous Ouais. mangez-tu plus de chocolat qu'avant ou non, ça change pas, vu que moi, vous je étiez déjà là je depuis longtemps? continue, disons. Oui, c'est ça. Bon, ben, on va découvrir l'usine, je pense bien. Ici, on voit les dames qui mettent les sacs dans les petites boîtes. Puis on va se rendre à l'autre bout, puis on va voir la manière que c'est fait, les rosettes, la manière que ça se met, ça se dépose sur le tapis. Hey, mais ça sent donc ben bon, hein? Ça, ce qu'on voit présentement, c'est les fondants d'érable. Ça, c'est l'intérieur du fondant. Ok, Ça, c'est encore du artisanal. travail artisanal encore quand même, oui. Tu sais, c'est encore artisanal. Ça, c'est la production de la rosette. C'est une cuve qui chauffe. Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il rajoute du chocolat liquide. Il va rajouter des pastilles. Puis ça, il fait ça là avec la consistance du chocolat. On voit ici, Il là, met là. c'est la couleuse de rosette. C'est un peu le même principe que les gens qui font des gâteaux avec des Oui. poches, là, avec des buses au bout là, de Oui. différents. là. C'est un peu le même principe. C'est un peu le mais même principe. version industrielle. Un peu industriel, c'est en plein ça, ouais. Ça, là, c'est vraiment les deux fondoirs. Le premier, c'est un fondoir de chocolat noir. Le deuxième, c'est un fondoir de chocolat au lait. Puis tu vois au plafond, tu as des tuyaux qui se promènent un petit peu. Là. Ils font circuler à l'intérieur le chocolat. Puis à l'extérieur du recouvrement, le double paroi, Oui. c'est de l'eau chaude. Pour OK. pas que le chocolat fige dans les tuyaux, Fige dans les que tout le long. tuyaux, ben Qu'il puisse circuler tout le long de l'usine, parce que tu vas en avoir tout le long dans l'usine, là, à toutes les postes où est-ce que ça nous prend le chocolat, il y a des tuyaux qui s'en vont à ces endroits-là.
elle va sentir plus un peu. Ouais, là, ça sent plus un petit peu. Fait que là, Quand vous dites ici, c'est vos matières premières, c'est toutes nos matières premières là, pour faire tous nos produits, là, le sucre, le fondant, la gélatine, peu importe. Là, c'est à peu près tous les produits qu'on a. Le chocolat blanc, des raisins et des bleuets, bien entendu, la canneberge séchée. Nos chocolats qui arrivent en gros sac avec les recettes originales là, des pères trappistes là, depuis le début là, que la recette a suit. Fait que ça arrive ici en petite pastille que nous, on fait transformer. On fait fondre, on transforme. Bleuet, ça doit être une grande partie de la production Ouais, aussi. Les bleuets frais, l'été, là, ça dure environ 6 semaines, des fois 7 semaines. Puis ça représente environ 20-25 du chiffre d'affaires de la chocolaterie quand même, mon Dieu. sur 6-7 semaines. C'est très, très important pour Ouais, nous. oui. Merci beaucoup de nous avoir permis de voir toute votre belle usine. là. C'était très intéressant. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir, puis merci à vous pour l'invitation pour la Ça fait vidéo. vraiment plaisir. J'avais trop hâte de venir voir ça. Pour la fin du Vox Pop, on a la chance de goûter 2 produits de la chocolaterie que Joël nous a généreusement donnés. Le premier produit, c'est les chocolats fondants à l'érable. On est vraiment dans la saison de l'érable, donc j'ai bien hâte d'y goûter. Tchin tchin! Donc, on les goûte. Délicieux. Donc, le deuxième produit, c'est un produit qui est sorti récemment. Donc, c'est des raisins séchés, enrobés de chocolat. On connaît les fameux bleuets, mais Joël nous a expliqué que c'est un produit qui est quasiment plus aimé que les bleuets. Donc, les fameux raisins. Vraiment, des glossettes, mais en version boostée. là. C'est délicieux, vraiment. Très cool. On a pu goûter à ça. C'est ce qui conclut le Vox Pop. Ça a été vraiment intéressant de visiter l'usine et d'en apprendre plus sur la chocolaterie. Je vous dis à un prochain Vox Pop. Je dis ça comme ça, mais pour Pâques, on va possiblement faire tirer un chocolat comme ça. Mais possiblement, c'est pas encore. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Les Grands Jardins, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges. Qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça, la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je vous mentirais pas si on vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement... Les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va... qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu.
Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter la belle boulangerie de Normandin qui a ouvert en mai passé. Et là, on s'en va rencontrer Clément. Donc, allons-y! Pourquoi tu as décidé de faire un côté justement sandwicherie et tout ça, vu que tu es boulanger à la base? Parce qu'en fait, c'est lié un petit peu avec le pain. Donc il y a toujours le pain, en fait, qui est le lien. Je ne fais pas de, on va dire, de nourriture à l'assiette avec un truc mijoté. Non, ça, c'est pas notre travail. On n'est pas des restaurateurs, mais on peut faire des petits sandwichs à manger sur le pouce. Mon pâtissier, c'est lui qui m'a aidé un petit peu avec les gâteaux aussi qui se font ici, comme les trottoirs, par exemple. Ça, c'est un best-seller, celui-là. Et les sandwichs, c'est Marcel. Vraiment, ici, ce qui est important, c'est rien n'est acheté, là. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Nos viennoiseries surgelées. Comme ça, les personnes peuvent faire ça chez elles. Il suffit de les mettre sur une plaque le soir. Le lendemain matin, on n'a plus qu'à les cuire. Et puis on fait les pâtes à pizza aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. On me l'a demandé souvent. Les fours à pizza, c'est très populaire. Hein, ouais. Il y a de tout. C'est ça, il y a de tout. Ça, c'est Céréales Normandin qui fait la farine. Là, elle a tout usage, qui permet de faire des tartes, des gâteaux et compagnie. La blé intégrale, donc la blé entier, pour le pain brun. Et puis ça, c'est une farine à pizza. On va pouvoir les retrouver ici bientôt. Ici bientôt, et je suis en contact avec d'autres épiceries pour espérer les vendre chez elles. Merci Clément de nous avoir fait la visite aujourd'hui, de nous avoir parlé de tes produits. C'était vraiment intéressant. Correct. Merci à vous d'être venus, c'est chouette. Les mousses étaient tellement bonnes que je suis partie avec 2 au lieu qu'une. Pour vrai, la boulangerie, elle vaut vraiment le détour, puis c'est rafraîchissant d'avoir une belle entreprise comme ça dans notre coin. À bientôt! Vraiment trop d'élaboration.